Valerio, je dis deux mots de présentation en ce qui vous concerne avant de vous céder la parole. Vous êtes professeur des universités, spécialisé en droit à Osgoode Hall Law School, si j'ai bien prononcé, à Toronto, au Canada. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'innovation, le droit et la société. Auparavant, vous avez été professeur de droit à Louvain et fonctionnaire de l'Organisation internationale du travail. Vos travaux portent sur le travail de plateforme, l'intelligence artificielle et la protection des travailleurs et travailleuses, avec de nombreuses publications et contributions à des discussions politiques. Vous avez reçu plusieurs bourses et prix de recherche, et votre travail a été cité par de nombreux tribunaux et décideurs politiques et médias dans le monde entier. Vous êtes le directeur du Comparative Labor Law and Policy Journal. Je vous cède la parole pour 45 minutes de présentation. Vous avez une contrainte, vous devez nous quitter vers 16h05, 16h10 maximum. Donc on essaye, discussion comprise, de rester dans ce timing-là. À vous la parole. Thank you very much for. Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est bien évidemment un plaisir pour moi que de m'exprimer devant vous et que de parler après mon ancien directeur à l'OIT, Philippe Marcadan. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de chapitres dédiés à la gestion algorithmique dans la directive sur le travail de plateforme. Je vais vous parler je vais m'exprimer en anglais, mais n'hésitez pas à me poser vos questions en français à la fin de la présentation. C'est juste plus pratique pour moi que d'exprimer en anglais pour la présentation. Je vous ai toutefois présenté des diapositives en français, ce qui aidera la discussion. Alors, ce que l'on m'a demandé de faire aujourd'hui, c'est de parler du chapitre sur la gestion algorithmique de la directive sur l'économie de plateforme. Mais avant cela, je pense qu'il est important de comprendre ce qu'est la gestion algorithmique. De quoi est-il question? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle gestion algorithmique? Alors la gestion algorithmique, c'est une série de techniques qui permettent aux employeurs, aux managers de sous-traiter des tâches qui leur incombent, qui normalement reviennent au RH, au patron, aux supérieurs hiérarchiques, à des ordinateurs, des logiciels. Et ça arrive partout. Ça arrive dans tous les secteurs, que ce soit tous les secteurs de l'économie, le secteur des services ou le secteur manufacturier. Il s'agit de secteurs, donc ces tâches normalement incombent aux managers, à commencer par le recrutement. Dans bien des endroits, si vous souhaitez être engagé par une grande entreprise, par exemple, eh bien votre CV va être scanné par un logiciel. Et ce logiciel va chercher des mots-clés et patterns qui déterminent si vous correspondez à l'entreprise pour laquelle vous postulez. Mais l'on sait aussi que au cours des entretiens, beaucoup d'employeurs utilisent des enregistrements sur lesquels ils font tourner des logiciels qui suivent vos expressions faciales au fur et à mesure que vous vous exprimez. Votre employeur peut recevoir un rapport qui dit que vous étiez attentif durant l'entretien, vous étiez incertain à propos de certaines choses, ou alors vous mentiez. Et ce genre de surveillance émotionnelle est non seulement invasif, mais très peu fiable. Alors, c'est l'un des facteurs clés que je souhaite que vous considériez. Ces systèmes ne sont pas très fiables. La plupart des experts le savent. Ils ne se fient pas à ce type de système pour prendre des décisions, car ils savent à quel point ces systèmes sont biaisés. Ça ne veut pas dire que ces systèmes ne sont pas utilisés. Ces systèmes sont en place. Les employeurs, les supérieurs qui les achètent sont guidés par des stratégies marketing.
qui les font utiliser ces systèmes sans savoir qu'ils ne fonctionnent pas bien ou qu'ils peuvent aboutir à des formes graves de discrimination. Autre chose que je souhaitais que vous reteniez, c'est que les ordinateurs, les logiciels ne sont pas intelligents. On parle d'intelligence artificielle, mais l'intelligence est un faux ami dans ces circonstances-là. Ces systèmes ne pensent pas, ils ne sont pas adaptables. Et dans bien des cas, ils utilisent une norme, des valeurs de référence, un travailleur qui est jeune, qui est un homme et qui est blanc. Si vous vous départez de ces caractéristiques principales, le risque que vous soyez jugé négativement par le logiciel augmente de manière exponentielle. Par ailleurs, on sait que les techniques de gestion algorithmique sont utilisées pour donner des ordres aux gens. Pensez aux travailleurs des plateformes. Les travailleurs des plateformes n'ont pas de supérieur humain qui leur dit où aller, quel type de client aller chercher, quel type de livraison ils doivent faire. Ils reçoivent des ordres qui émanent du logiciel et qui apparaissent directement sur leurs appareils. Mais ceci arrive aussi dans des emplois qui n'ont rien à voir aux plateformes, avec les plateformes, dans les entrepôts Amazon, dans des entrepôts logistiques. Vous recevez des instructions, une série d'ordres par ordinateur. Alors ces ordinateurs ne sont pas toujours au courant des risques en matière de santé et de sécurité au travail qui sont liés à un rythme d'activité soutenu. Ils se fichent des règles de circulation routière, ce qui est un problème pour les travailleurs sur les plateformes. Beaucoup des accidents qui leur arrivent alors qu'ils essaient de suivre des instructions émanant d'ordinateurs qui ne prennent pas en compte les conditions de circulation routière, les conditions météorologiques, etc. Donc ces systèmes n'ont pas de flexibilité, ils sont impitoyables, intraitables dès lors que quelque chose s'écarte de leur matrice. Pourquoi est-ce un problème? Eh bien, c'est un problème car les travailleurs savent que s'ils n'appliquent pas, s'ils n'obéissent pas à ces instructions, si leur performance n'est pas conforme aux attentes des systèmes, eh bien, les plateformes vont les sanctionner. Elles vont faire de la discrimination à leur encontre si vous ne livrez pas un certain nombre de colis ou d'articles de nourriture en 1 heure, vous êtes sanctionné par la plateforme. Si vous êtes trop lent dans vos livraisons, c'est la même chose. Alors, vous avez un GPS qui vous suit en tout temps. Même chose si vous êtes un chauffeur Uber. Mais cela arrive aussi dans le secteur des services. Il existe des travailleurs de plateforme, c'est important de le savoir, qui travaillent en ligne. C'est pas seulement, je sais pas, Uber, Deliveroo ou autre. Il s'agit aussi de gens qui travaillent en ligne, qui travaillent pour les plateformes, mais aussi pour des employeurs traditionnels qui sont de plus en plus surveillés par des machines qui suivent le nombre de fois qu'ils tapent sur leur clavier en un laps de temps donné, qui font des captures d'écran de manière aléatoire pendant qu'ils sont en train de travailler. Ils font des captures d'écran aléatoires de leurs écrans, mais aussi de leur visage. Ils prennent des vidéos de leur visage pour comprendre si les gens travaillent vraiment ou pas, si ces gens sont en train de faire ce qu'il faut au moment où ils sont censés le faire. Ça a des implications en termes de vie privée absolument énormes, mais j'y reviendrai. Alors, tout ceci peut avoir des conséquences sur les travailleurs qui n'ont pas les résultats escomptés par les plateformes et les algorithmes sont sanctionnés. Ils peuvent être déconnectés, leur contrat est résilié s'ils sont travailleurs de plateforme, mais ils peuvent aussi être licenciés, abandonnés, suspendus dès lors
qu'ils n'ont pas le niveau de performance attendu par la plateforme. Et j'aimerais souligner le fait qu'il ne s'agit pas de science-fiction, c'est pas musique d'avenir, c'est déjà le cas. Or, on a du mal à s'en rendre compte. Ça se passe sur des plateformes, mais aussi dans une entreprise tout à fait traditionnelle. Et c'est un point essentiel dans ma présentation. Le travail de plateforme a été important car il a lancé la tendance. Ça a été un test pilote. Uber, Deliveroo étaient des tests pour voir si l'on pouvait sous-traiter le management aux machines. Or, ces entreprises ont montré que dans certains cas, c'était possible de le faire. Que ce soit efficace, productif, ça c'est une autre histoire. Mais techniquement, il est tout à fait possible de le faire, notamment si l'on se soucie peu des conditions de travail. Il existe d'autres préoccupations qui sont liées à certaines technologies existantes qui tentent de remédier au problème de la protection de la vie privée au travail. Là, je vous parle de neurosurveillance et de suivi émotionnel. Je vous ai déjà parlé des caméras vidéo lors d'interviews qui enregistrent les expressions faciales des travailleurs lorsqu'ils subissent un entretien pour savoir s'ils disent la vérité, par exemple. Eh bien, les employés normaux font également appel à ces techniques pour savoir, par exemple, si les employés sont attentifs lors de telle ou telle réunion. Donc, cela se fait couramment dans les entreprises. Cela se fait encore plus dans l'économie des plateformes. Il y a toujours des caméras vidéo qui surveillent ce qui se passe, qui est orienté vers le visage de l'employé, pour savoir si le travailleur fait attention, fait preuve de suffisamment d'attention. Donc, ce ne sont pas des préoccupations de santé ou de sécurité, c'est un contrôle qui met sous pression les travailleurs qui se sentent constamment suivis par des machines qui tentent de mesurer leur état émotionnel. En tout cas, d'évaluer leur état émotionnel. Ici, vous voyez à quel point ces systèmes sont différents. Et ça montre également l'impact de ces systèmes sur le lieu de travail. Ce n'est plus le travail comme d'habitude, c'est quelque chose de très différent. Et comme vous voyez à l'écran, j'ai mis le titre « Pas comme d'habitude ». Cette fois, c'est différent. C'est un système qui permet aux employeurs et aux managers, de façon continue, de surveiller les personnes, de suivre leurs performances sans manquer la moindre seconde de ce que leurs employés font. Donc un contrôle à grande échelle, c'est quelque chose de très invasif. Et donc, parfois, on cherche à détecter les émotions, à prédire des comportements, et un type de contrôle très invasif par le biais de logiciels. C'était quelque chose de tout à fait différent par rapport à l'évaluation que pouvait réaliser votre manager. C'est une déshumanisation de l'activité de suivi et de contrôle des employés, un niveau de contrôle qui ne s'est jamais vu dans l'histoire auparavant. Il n'y avait jamais la possibilité dans le temps d'avoir, par exemple, un superviseur par travailleur. Ça coûtait beaucoup trop cher. Aujourd'hui, nous avons un système avec des logiciels, avec des caméras qui suivent chaque mouvement de l'employé, du travailleur, et ce, de façon continue. Ils sont perçus, ces systèmes à tort, comme neutres et impartiaux, mais la technologie n'est jamais neutre. La technologie reflète la dynamique de puissance qui existe dans la société, ou dynamique de pouvoir. Et donc, si votre CV est un petit peu différent de ce qui est attendu, ou de ce qui est attendu comme étant la norme ou le benchmark par l'algorithme
à ce moment-là, vous pouvez connaître des difficultés. Vous allez certainement ne pas être recruté. Tout ce système va bien au-delà de la portée habituelle des prérogatives managériales. Elles s'étendent à des personnes qui ne sont pas des employés, qui ne sont pas des salariés, mais également des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs. Autre point que je souhaitais évoquer, avant d'en venir à la directive sur les plateformes elles-mêmes, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de la protection de la sphère privée. Donc, je vous ai dit que c'était invasif, excessif, abusif pour ce qui est de la vie privée des employés, parce qu'on peut les suivre tout le temps par le biais de GPS ou de logiciels. Mais dans le domaine politique et également en littérature, on voit qu'il y a cette tendance à resserrer la protection des données personnelles et donc le règlement général sur la protection des données, le RGPD, fait partie intégrante de cette stratégie. Je n'ai pas d'objection à formuler, mais ce n'est pas uniquement une question de confidentialité ou de respect de la bulle privée. Ce que je vous ai dit sur le management, nous voyons que de nombreux autres droits des employés sont en jeu, des droits du travail, les questions de la santé et de la sécurité au travail, la question de la discrimination également. Tout ceci est fragilisé, le droit à la négociation collective et à l'action collective, tout ceci est impacté. Si on vous suit sans arrêt par le biais d'un logiciel, d'un GPS, eh bien, vous ressentez une certaine pression qui peuvent développer chez vous des formes de stress. Si le logiciel s'attend à ce que vous livriez un certain nombre de colis dans différents quartiers de la ville, mais de façon irréaliste, eh bien, il y a un risque de collision, d'accident. Vous pouvez retrouver, si vous êtes à moto, sous un bus, par exemple. Et donc, il y a beaucoup d'études qui montrent que les algorithmes poussent les gens à travailler à un rythme effréné et que ces personnes-là prennent des risques du point de vue de leur santé personnelle, que ce soit des employés ou d'autres membres de la société. Et puis, il y a la question de la négociation collective qui est également impactée. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a un impact sur le niveau de rémunération, sur le niveau d'heures travaillées, sur la facturation des heures supplémentaires. Et dans un pays comme la France, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des accords de négociation collective dans ces différents secteurs sur ces questions-là. Et alors que cette technologie est utilisée comme un écran de fumée, puisque c'est une plateforme qui décide ce qu'un employé sera payé ou bien combien d'heures doivent être travaillées pour percevoir son salaire. Les syndicats ne participent pas nécessairement à à l'opération, l'introduction même de l'algorithme. Donc, il y a une marginalisation des syndicats et de leurs représentants qui les empêche de participer à cette opérationnalisation des logiciels dans l'économie des plateformes. Donc, il faut voir ces outils comme une façon d'amplifier le pouvoir des employeurs sur le lieu de travail, et ce, souvent de façon qui n'est pas conforme avec la législation existante, avec les conventions collectives, et dans le but ultime du bien-être accru de la société. Et de nombreux employeurs le font sans même le savoir. De nombreux employeurs pensent que les machines ne discriminent pas. En fait, ils introduisent un système qui discrimine, et donc ceci peut avoir un impact sur la responsabilité de ces employeurs à l'avenir. Et il en est de même de la santé et la sécurité au travail. Les employeurs ne pensent pas que telle ou telle machine peut provoquer des niveaux élevés de stress ou peut provoquer des accidents lorsque les livreurs se promènent
à scooter en ville risque d'entrer en collision avec un bus, par exemple. Ils pensent que les algorithmes fonctionnent, alors que très souvent, les algorithmes fonctionnent mal. Donc, c'est un problème pour la société, c'est un problème pour les employeurs, pour les employés. Et donc, ce sont des problèmes qui doivent être analysés pour qu'on trouve des solutions. Tout ceci est très mal contrôlé à l'heure actuelle. Maintenant, j'en viens finalement à la directive sur les plateformes de travail. Quelles sont les principales caractéristiques de cette directive sur les plateformes de travail? Eh bien, Philippe Marcadon nous l'a dit tout à l'heure, eh bien, ceci peut avoir un impact sur les négociations. Les pays européens considèrent cette directive sur les plateformes comme un benchmark, comme un indice de référence désormais. Mais ce qu'il faut savoir, et quelque chose que l'on trouve dans la directive sur les plateformes, un élément important, et également dans le rapport jaune qui a été mentionné tout à l'heure, eh bien, il faut savoir qu'il y a une définition assez large dans la directive sur ce que le travail, la plateforme de travail. Ce n'est pas uniquement la livraison de colis, ce n'est pas uniquement Uber, c'est toute forme de travail qui est fournie par le biais de plateformes de travail. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que cela concerne également le travail en ligne. Et ceci est essentiel. Le travail en ligne, très souvent, c'est quelque chose qui est sous-évalué, qui est négligé. Cette forme de travail en plateforme. Et donc, on accomplit toutes sortes de tâches telles que la traduction, la transcription, toutes ces activités en ligne qui peuvent être réalisées par le biais d'un ordinateur. Eh bien, c'est également quelque chose qui peut être utilisé par le biais de plateformes et qui est utilisé par les plateformes dans de nombreux cas. Pourquoi se soucier de cela? Eh bien, nous ne voulons pas que les employeurs puissent externaliser des activités en ligne à des plateformes qui seraient normalement exécutées ou réalisées par des employés à col blanc traditionnels. La pandémie a changé tout cela. Désormais, le travail à distance ou le télétravail, c'est quelque chose de très courant. Les entreprises savent qu'elles peuvent employer des travailleurs à distance, qu'il n'est pas nécessaire de les recruter, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de relations contractuelles avec ces personnes-là en tant que salariés. Et le risque, c'est que si vous ne réglementez pas le travail en ligne par le biais de plateformes, eh bien, le risque, c'est que les employeurs vont utiliser ce que l'on appelle la distanciation contractuelle, c'est-à-dire d'externaliser le travail de col blanc à des plateformes, à des personnes qui sont des travailleurs indépendants et à moindre coût. Donc, il est très important de réglementer le travail en ligne sur les plateformes pour s'assurer que des bons jobs deviennent des mauvais jobs. Par ailleurs, cette directive européenne sur le travail via les plateformes, eh bien, inclut un certain nombre de protections. Il n'y a plus de distinction entre la protection des employés et des travailleurs indépendants. Et ça, c'est quelque chose qui est bienvenu. Parce que pour ce qui est des travailleurs sur une plateforme, il est très difficile de se faire reconnaître comme employés. Et donc, ils sont très souvent des travailleurs indépendants, mais ils reçoivent une certaine protection de la part de la directive, même s'ils sont auto-employés ou travailleurs indépendants. Pour ce qui est de la gestion algorithmique, elle peut être réalisée par des machines qui sont totalement autonomes ou parfois partiellement autonomes. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la machine peut prendre une décision seule ou peut prédire et suggérer les décisions à prendre à des êtres humains. Le chapitre sur la gestion algorithmique s'applique à ces deux scénarios. Ceci veut dire que lorsqu'un être humain valide une décision d'un algorithme, lui donne son blanc-seing, cela lui permet d'échapper à la portée de ses responsabilités. Donc,
Ça concerne la gestion algorithmique automatisée et semi-automatisée. Cela reconnaît que le traitement des données à caractère personnel par les plateformes numériques est susceptible d'être à haut risque, comme c'est indiqué à l'écran. Et de nombreuses protections juridiques s'appliquent à toutes les personnes effectuant un travail de plateforme, y compris les travailleurs indépendants. Et donc également cette distinction entre les différents niveaux de risque, les plateformes numériques de travail susceptibles d'être à haut risque, et que la gestion algorithmique présente des risques spécifiques en matière de sécurité et de santé au travail et de discrimination. Il y a également l'obligation d'information, de consultation et d'implication des représentants des travailleurs lorsqu'il s'agit de questions importantes pour les travailleurs. Vous aurez la possibilité de consulter à loisir cette présentation au PowerPoint sur le travail en plateforme. Et là, vous avez une définition des systèmes de surveillance automatisés utilisés pour surveiller, superviser ou évaluer le travail des personnes exécutant des travaux sur les plateformes, et également les systèmes de prise de décision automatisés, les systèmes utilisés pour prendre ou étayer par des moyens électroniques des décisions. Ce qui est très important, évidemment, c'est la question d'information. Il faut informer les travailleurs et les représentants syndicaux sur la façon dont les algorithmes fonctionnent. Pourquoi certaines décisions sont-elles prises par elles? En fonction de quels critères les décisions sont-elles prises? Des décisions qui ont un impact très important sur les travailleurs. Et ceci ne s'applique pas uniquement aux travailleurs individuels, mais également aux représentants syndicaux. Les travailleurs individuels ne savent pas comment les algorithmes fonctionnent, connaissent mal leurs droits au travail, donc il est très important que les représentants syndicaux soient au fait de toutes ces questions. Les travailleurs ont des droits. C'est ce qui est au bas de l'écran, droit à recevoir une explication écrite sur la manière dont des décisions ont été prises qui les affectent. Et donc, si votre compte est déconnecté par une plateforme, vous avez le droit de recevoir une explication claire. Et vous avez le droit d'impliquer les représentants du personnel dans le processus. Tout ce qui s'apparente à un licenciement, c'est quelque chose qui ne peut pas être décidé de façon autonome par une machine. Il faut toujours une validation humaine. C'est ce que l'on trouve dans la directive européenne sur les plateformes de travail. Et donc, il y a également le droit d'accéder à une personne de contact compétente désignée par la plateforme pour discuter et clarifier les faits, les circonstances et les raisons qui ont conduit à une décision. Donc, la question de la transparence, la question des explications, tout ceci est absolument essentiel dans la directive européenne. Explications qui doivent être données aux travailleurs, aux représentants des travailleurs dans les différents syndicats. Et donc, pour valider les décisions, et donc savoir pourquoi l'algorithme a pris telle ou telle décision, corriger le tir, le cas échéant. Et c'est quelque chose que corrige la directive européenne sur les plateformes de travail. Autre élément, il y a certaines pratiques qui sont prohibées. Le suivi des émotions, traiter des données relatives aux états émotionnels ou psychologiques, le fait de surveiller des conversations privées, le fait de suivre des données collectées lorsqu'un travailleur n'est pas actif, par exemple, lorsque le travailleur est à domicile. Ça, c'est quelque chose qui est également interdit. Eh bien, les plateformes, à l'époque, continuaient de suivre ce que les travailleurs faisaient, mais ceci, dorénavant, sera interdit. Il y a d'autres pratiques qui sont interdites, données utilisées pour prédire l'exercice des droits fondamentaux. Ce qui est important, et comme vous le savez, c'est que les plateformes ne sont pas statiques. Elles évoluent. Et donc, il faut pouvoir suivre l'évolution de ces algorithmes. Et à ce titre, il faut pouvoir évaluer de façon régulière la façon dont les algorithmes fonctionnent, de savoir s'il existe des risques qui doivent être corrigés pour ce qui est de la santé et de la sécurité au travail notamment, de savoir comment remédier à ces risques. Et les représentants des travailleurs doivent être impliqués dans tout cela, dans cette évaluation. Il est également important que la plateforme soit dotée de ressources humaines
adéquate pour suivre ce que font les algorithmes. On ne peut pas demander à un algorithme de suivre ce que fait un autre algorithme. Il faut une intervention humaine, une supervision humaine. On a déjà parlé des risques qui sont liés à la santé et la sécurité au travail. Et donc là, les plateformes devront prendre cela en considération et éviter que les machines poussent des personnes à travailler à un rythme irréaliste ou de façon dangereuse pour leur santé et leur sécurité personnelle. On en a déjà parlé, et ce qui est également très important, c'est que l'information et la consultation des représentants des travailleurs doivent porter sur des décisions conduisant à l'introduction ou à la modification de systèmes automatisés, et donc absolument inclure les représentants des travailleurs. Ça peut être des syndicats, des représentants des travailleurs, et donc avec une information directe des travailleurs sur l'utilisation des systèmes automatisés. C'est quelque chose de très important, et ça doit être imposé au niveau national. En fait, la législation nationale peut aller au-delà de ce qui est obligatoire dans la directive. Et donc, au niveau national, les lois peuvent aller plus loin dans la mise en œuvre de la directive sur les plateformes de travail. Même si sur les plateformes de travail, il n'y a pas de représentants des travailleurs, s'il n'y a pas de présence de syndicats, vous avez la possibilité d'impliquer des syndicats de l'extérieur. Ce n'est pas interdit par la directive pour protéger les travailleurs. Et c'est quelque chose qui ne s'applique pas toujours dans toutes ces situations. Bien, je vous ai déjà parlé de toutes les choses positives dans cette directive sur le travail via plateforme, mais il y a également quelques choses peut-être moins positives. Tout d'abord, cette directive est limitée aux travailleurs des plateformes. Nous en avons discuté et vous pouvez me poser vos questions après. Un grand nombre d'autres travailleurs subissent la gestion algorithmique dans les ateliers, les usines et les bureaux. Et ces travailleurs ne sont pas couverts par la directive. Je ne sais pas si la Commission va veiller à rectifier cela, mais pour l'instant, la directive est limitée aux travailleurs des plateformes. Certains pays veulent instaurer des informations, des consultations et d'autres mesures qui vont au-delà du secteur des plateformes. L'Allemagne, par exemple, a actualisé leur loi sur la codétermination pour inclure des obligations d'information, transparence, consultation avec les comités d'entreprise lorsque les algorithmes sont utilisés sur le lieu du travail. Donc, la directive est limitée, mais les législations nationales ne sont pas assujetties aux mêmes contraintes. Il existe toujours une certaine approche technodéterministe dans le monde des plateformes. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est l'idée que si certaines choses sont possibles, elles devraient être permises ou autorisées. Un certain nombre de systèmes peuvent être utilisés sous la directive, même s'ils doivent être réglementés, ne nécessitent pas l'accord de l'inspection du travail ou des syndicats. Dans bien des pays, je suppose que c'est le cas de la France, si vous voulez installer une caméra pour surveiller vos employés, vous ne pouvez le faire que si vous avez le consentement des représentants des travailleurs et de l'inspection du travail. La directive ne va pas si loin. Nous donnons ainsi un avantage à l'IA par rapport à la technologie traditionnelle, même si le caractère invasif de cette technologie est beaucoup plus prononcé que ce n'était le cas avec les méthodes antérieures de surveillance technologique. Donc, il va falloir réfléchir à cette lacune. J'y reviendrai d'ailleurs. La directive sur le travail via une plateforme adopte l'approche humain aux commandes. Les humains doivent être intégrés dans la prise de décision, surtout en matière de licenciement. Et il doit y avoir une personne de contact que l'on peut saisir.
Mais le problème, c'est qui est à la barre, qui est aux commandes. C'est toujours le logiciel qui, dans bien des cas, dirige, oriente les licenciements, le rythme de travail des travailleurs, et les travailleurs n'ont pas de recours immédiat. Ils ne peuvent pas dire, bon, vous m'obligez à travailler trop vite, je ne peux pas tenir le rythme et je refuse. Parce qu'ils savent que s'ils refusent, ils vont, au-delà d'ennui, ils pourront peut-être s'expliquer devant un être humain, mais cette possibilité est lointaine. Et en attendant, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Donc, il faut songer au fait que les travailleurs n'ont pas beaucoup de pouvoir d'une manière générale. Et lorsqu'ils reçoivent des instructions données par des machines, il existe le risque, un risque, même si un être humain est quelque part dans le système. Mais c'est en général à la fin du processus que l'humain intervient et c'est là où le bas blesse. Certains droits collectifs, selon la directive, ne sont pas développés comme ça peut être le cas dans la législation nationale. J'ai donné l'exemple de la caméra vidéo, mais ce n'est pas le cas pour la gestion algorithmique. Et c'est parce que c'est important. L'Union européenne n'a pas de mandat, n'a pas la compétence d'exiger ou d'autoriser une négociation collective. L'Union européenne ne peut pas adopter de législation sur la négociation collective. On ne peut pas dire vous devez avoir des conventions collectives. L'Union européenne peut dire vous devez informer et consulter. Mais une fois de plus, cela n'empêche pas d'avoir d'autres législations au niveau national ou même donc on peut demander une négociation collective. J'espère que nous nous sommes tous rendus compte que cette gestion algorithmique reprend les rênes de choses comme les heures de travail, la rémunération, la discrimination, qui devraient faire l'objet de conventions collectives. L'Union européenne n'a pas de mandat en la matière, mais cela ne signifie pas qu'au niveau international, qu'au niveau national, on ne peut pas aller plus loin que la directive. Et ceci est important, parce que je sais que M. Marc Adam a fait référence à l'opposition des employeurs sur les travailleurs indépendants. L'OIT a toujours reconnu le droit à la négociation collective des travailleurs indépendants. Selon les organes de l'OIT, cette compétence n'a jamais été limitée aux salariés. Et c'est le cas dans d'autres systèmes. Je crois qu'en France, il y a certains travailleurs indépendants qui tombent sous le coup des conventions collectives. Et ce qui est très important, c'est que même si la directive européenne ne donne pas un mandat de négociation collective, il faut savoir que au moment où la Commission a proposé cette directive sur le travail via une plateforme, elle a également proposé des lignes directrices qui permettaient aux travailleurs sur plateforme et d'autres travailleurs indépendants vulnérables de négocier collectivement dans le cadre du droit sur la concurrence. Donc, c'était l'obstacle auparavant. Lors de ces négociations, les travailleurs risquaient d'être en conflit avec le droit de la concurrence. Ce n'est plus le cas, parce que la Commission a dit que le droit de la concurrence ne constitue pas une entrave à ce que les travailleurs, via une plateforme, entrent dans une négociation collective. Donc, il n'y a plus d'excuses. L'on peut avoir une négociation collective sur les droits des travailleurs via une plateforme, même si ces personnes sont indépendantes. Et le droit de la concurrence ne pose plus obstacle à cela. Cela m'amène
vous parler d'un autre élément. Certains droits de la directive, les droits à la santé et la sécurité au travail, sont limités aux salariés. Et une fois de plus, c'est parce que l'Union européenne ne dispose que d'une compétence limitée pour les travailleurs indépendants. Mais au niveau national, ce n'est pas le cas. Au niveau international, ce n'est pas le cas non plus. Les normes internationales de l'OIT couvrent les indépendants et il en va de même pour les législations nationales, surtout en matière de santé et de sécurité au travail. Donc la conclusion, c'est que la directive, c'est un bon pas dans la bonne direction. La directive nous donne un socle de droits, mais non pas un plafond. À savoir, la directive permet d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce que l'Union européenne peut proposer aux pays. Et il y a plusieurs choses qu'il faudra revoir, à mon avis, parce que la protection offerte par la directive est toujours trop limitée pour gérer les problématiques liées à la gestion algorithmique et c'est lié à la compétence limitée de l'Union européenne. Merci de votre attention et j'attends maintenant vos questions. Oui, merci beaucoup, Valerio, pour cette présentation très riche, très complète, très intéressante. Un peu de temps de réaction de ma part pour retrouver ma souris. C'est Grégory Plançon, mon collègue, qui va prendre en charge l'animation de la discussion. On a jusqu'à 16h05 pour cela. Merci à vous. Oui, Valerio, merci beaucoup pour la présentation. On s'est demandé avec mes collègues si on allait finalement éteindre nos caméras pour éviter l'analyse des émotions. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, qu'on était plutôt bienveillant autour de l'écran et j'ai décidé de garder l'écran ouvert. Bon, blague à part, votre présentation nous a beaucoup éveillé sur beaucoup de points et notamment sur les questions autour du management. La directive doit permettre, en tout cas, on pense, protéger les travailleurs, mais on se disait que il y avait quand même un certain renforcement des représentations autour du management et de ce qu'est le travail et le travailler avec des technologies qui finalement place un écran de fumée entre les travailleurs et les employeurs. Et donc, ça pose la question de la responsabilité et de l'utilisation de cet écran de fumée pour déresponsabiliser en tout cas l'employeur. Vous avez présenté des points positifs de cette directive. Et notamment le fait d'incapaciter certains acteurs, notamment les acteurs du dialogue social. Vous avez dit notamment que les plateformes doivent maintenant évaluer les impacts sur le travail, alors de manière régulière, et j'étais surpris, au minimum tous les 2 ans. Et on sait dans l'environnement dans lequel on vit, ô combien ça va vite. En 2 ans, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, à la fois, c'est positif, et après, on peut s'interroger sur la fréquence. 2 ans, c'est court et à la fois long. Et ça pose la question à la fois de la fréquence, mais aussi du rôle des organisations syndicales, en tout cas des personnes qui vont jouer ce rôle avec les employeurs, avec les plateformes pour évaluer. Et on se pose vraiment la question, en tout cas, je me pose la question de ont-ils les moyens finalement auront-ils les moyens de faire un travail de qualité dans l'évaluation des impacts de ces technologies sur les conditions de travail de ces travailleurs de plateforme dont on sait la vulnérabilité. Moi, j'ai souvenir d'un reportage d'Arte sur les livreurs à vélo, où la personne interviewée a un accident du travail et a une dent cassée, et le lendemain matin doit être sur son vélo pour ne pas perdre sa position dans l'algorithme, etc. Donc là, on parle de la France. On peut se dire que c'est encore pire dans d'autres pays. Donc, si j'avais en fait allez, 2 questions et je prendrai en fait la question, il y a une question dans le chat et n'hésitez pas à en poser d'autres. Euh, j'ai une question autour de
effectivement, cette directive, elle peut avoir des points positifs, mais même dans les points positifs, on peut trouver des points en fait, un peu effrayants. Et puis, donc voilà, quel est votre point de vue là-dessus et qu'est-ce qu'il y aurait encore d'autre à faire dans les années à venir ou dans les mois à venir, en complément de ce que M. Mercadan a dit et M. Loiseau aussi a dit. Et est-ce que vous avez des exemples précis de cas où on a articulé ces textes qui peuvent permettre de réguler et des conventions nationales qui ont permis un petit de progresser et sur lesquels peut-être la France et d'autres pays européens pourraient s'inspirer pour bien protéger ces travailleurs qu'on pourrait qualifier de vulnérables. Oui, alors merci beaucoup pour votre question. Et je vais répondre en anglais, mais encore, je suis heureux de prendre les questions en français si ça c'est nécessaire. So, Alors, que peut-on améliorer? À mon avis, la directive sur le travail via une plateforme nous donne tout ce à quoi on pouvait s'attendre en matière de gestion algorithmique. D'autres parties devraient être renforcées, par exemple la présomption d'emploi, mais la construction en chapitre est suffisamment solide. Mais je répète que l'Union européenne n'a pas compétence sur certaines conditions de travail de certains groupes et n'a pas de compétences en matière de négociation collective. Mais c'est important et je suis ravie que vous ayez posé la question. Au niveau national, je le répète, il n'y a pas ces limitations. Nous n'avons pas besoin de se dire, la directive ne peut pas le faire, donc nous non plus. Ce n'est pas vrai. Et comme vous avez fait référence à la présentation de M. Mercadan, je précise qu'au niveau international, ces limitations n'existent pas non plus. L'OIT a toujours dit ces droits s'appliquent aux salariés et aux travailleurs indépendants de la même manière. Donc, nul besoin de limiter ces droits, notamment le droit à la négociation collective, le droit à la non-discrimination, le droit à la santé et à la sécurité au travail, aux salariés, que ce soit au niveau national ou international. Et comme vous l'avez dit vous-même, même dans un pays très avancé comme la France, il y a des personnes qui ont un accident du travail et se sentent obligées de retourner au travail le lendemain. Cela a des répercussions très graves pour la santé et la sécurité au travail. Et les travailleurs indépendants ne sont pas toujours couverts en matière de conditions de travail par la directive, mais cela peut être réglé au niveau national. J'ai donné l'exemple de l'Allemagne et de l'actualisation de la législation sur les comités d'entreprise, les nouvelles législations qui imposent une obligation d'information, de consultation et imposent le droit du comité d'entreprise de mettre son veto sur certaines technologies très invasives. Donc, c'est un exemple. Et en ce qui concerne les négociations collectives nationales, je sais qu'en Italie, il y a une convention collective qui a été signée par une entreprise, Just Eat, et les grands syndicats d'Italie pour réglementer le travail de ces livreurs. Donc, ce n'est pas un accord national. Je ne connais pas d'accord nationaux, mais il y a des accords sectoriels, comme celui que je viens de mentionner, mais nous savons qu'il y a de plus en plus d'accords collectifs au niveau des entreprises. Un accord a récemment été conclu au Danemark pour les travailleurs domestiques qui travaillent par le biais des plateformes. Et merci encore pour ces questions parce que elles me permettent d'aborder quelques éléments que je n'ai pas eu le temps de couvrir lors de ma présentation. Les syndicats sont, dans beaucoup de cas, surtout en Europe, conscients des risques et sont déjà sur le pied de guerre
pour essayer d'obtenir gain de cause par le biais de la négociation collective. Alors, il ne faut pas partir du principe que les syndicats ne sont pas au courant. Souvent, ils sont bien plus au courant que les employeurs parce que les personnes qu'ils représentent ont déjà eu des problèmes. Donc, la prise de conscience des syndicats, c'est en cours. Il est important que les autres partenaires sociaux sachent que ces questions peuvent être réglées au mieux par des négociations collectives plutôt que des législations nationales. Les accords collectifs peuvent être adoptés plus rapidement, sont plus souples. Et pour revenir à un autre point que vous avez évoqué, Grégory, vous avez été saisi par cette fréquence, périodicité de 2 ans pour les évaluations des algorithmes. Et moi aussi, j'ai été frappé par cela quand j'ai lu le texte pour la première fois. Mais regardez votre smartphone. Si vous le laissez sur votre bureau pendant 2 ans et que vous essayez de l'allumer, il ne va pas s'allumer et de toute façon, toute la technologie est caduque. Si vous ne faites pas les mises à jour, le téléphone ne fonctionne plus. La technologie évolue et vous devez faire les mises à jour en quelque sorte. Que ce soit d'un téléphone ou d'un algorithme ou de la surveillance d'un algorithme. Et bon, on ne peut pas amender la législation tous les 2 ans, c'est trop compliqué, mais on peut avoir des accords collectifs qui sont beaucoup plus souples et peuvent s'adapter plus rapidement à l'évolution de la technologie. Merci Valerio. On va éviter de laisser les smartphones pendant 2 ans sur la table parce que effectivement c'est nos outils de travail ou alors c'est nos prescripteurs, on ne sait pas trop. Mais en tout cas merci pour vos réponses. Je prendrai juste une question de Frédéric et après je crois que vous devez nous laisser en tout cas dans 3 minutes, même un peu moins de 3 minutes. Qui prend un petit peu, reprend un peu nos échanges, mais autour, si je reformule, autour de la capacité des acteurs à s'approprier ce genre de texte assez complexe et se pose la question de l'applicabilité, en tout cas, de ces textes et de son appropriation. D'une part, par les acteurs des entreprises, ou en tout cas de ces acteurs des plateformes et des travailleurs, et Frédéric cite un autre acteur qui est celui, enfin, qui est le juge. Comment va-t-il appliquer ces textes et assurer cette protection dans les différents pays? Mais finalement, c'est une protection a posteriori, là où le mal sera déjà fait. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'il y aura des créations de jurisprudence. Mais voilà, du coup, la question de l'appropriation de ces textes assez complexe. Et puis, le juge dans sa capacité à faire appliquer ces textes. Oh, thank you. This is an excellent, excellent question. Alors effectivement, si vous regardez le texte de la directive sur les plateformes, ça prend du temps. C'est complexe, c'est détaillé. Mais je ne pense pas que cela aille au-delà des possibilités du dialogue social. Si vous pensez à une convention collective habituelle, elles sont bien plus longues, bien plus complexes, bien plus détaillées que cela. Encore une fois, le dialogue social, comme d'habitude, prend à bras-le-corps ces questions complexes, raison pour laquelle c'est un outil résilient, une ressource résiliente. Alors oui, le texte de la directive peut, au premier regard, sembler complexe, mais ce qu'il dit est assez intuitif. Il n'y a rien dans la directive qui ne soit pas compréhensible de quelqu'un qui connaît ce secteur de travail. Les syndicats, les employeurs devront développer ces capacités. Si vous parlez avec les syndicats, ils savent davantage sur la gestion algorithmique, bien plus que je ne le saurais jamais. Donc, on en a les capacités. Maintenant, ce qui est important, il ne s'agit pas d'utiliser la technologie comme un écran de fumée et de dire c'est trop complexe, on ne peut rien y faire. Si vous ne pouvez expliquer une technologie, si vous ne pouvez expliquer les applications de cette technologie, vous ne pouvez utiliser cette technologie sur les gens.
moi, si je peux pas vous expliquer ce qui rentre dans la composition d'un médicament, je ne peux pas l'utiliser. Ça vaut pour tout. Et la gestion algorithmique ne fait pas exception. C'est possible, ce sera certes complexe et ça requerra un certain niveau de montée en compétences, mais ça n'est pas au-delà des compétences que l'on peut acquérir. Merci beaucoup, Valerio. Il est 16h06. On a un peu débordé. Merci de votre temps. En tout cas, on voit bien les enjeux autour de l'explicabilité de ces technologies, dont on sait qu'elles ne sont pas forcément explicables si on s'en réfère à Mustapha Zounar dans un précédent séminaire, et le développement de la discutabilité et de la montée en compétence des acteurs du dialogue social, du dialogue professionnel, notamment grâce à la production de cette directive et de d'autres textes législatifs. Merci beaucoup, Valerio. Vincent, je te rends la parole au studio. Et merci Très encore, bien. Valerio. Merci.